Bonjour et bienvenue dans Dissolution. Après 2 semaines de pause parlementaire, les députés sont repartis au travail et ça n'a pas été de tout repos. Ce sont vos vices qui ont conduit à cette catastrophe et je regrette qu'une fois de plus, la majorité macroniste soit incapable de regarder en face ceux qui ont causé cette catastrophe. C'est bien la gauche qui a créé la catastrophe énergétique que vit la France et vous n'avez fait que de lui soumettre, que de les suivre. Comme d'habitude, vous n'avez Dieu que pour ces fous de gauche. Il a pas changé, lui, hein. Alors Silence pour la France. Voilà ce qui se passe quand on achète des costumes trop grands pour soi. Contre la volonté des Français, car comme l'a rappelé Marine Le Pen, ce sont les Français qui se sont... Derrière ces perles de députés se cachent des questions vitales pour notre pays. Cette semaine, on va revenir sur le contrôle du gouvernement par les parlementaires. On verra comment l'exécutif macronien nage dans une culture d'irresponsabilité et pourquoi c'est grave. On parlera ensuite de l'effroyable assassinat islamophobe dans le Gard et on verra comment macronistes et fascistes partagent un même discours. Et on traitera enfin du débat sur la programmation énergétique. Des questions vitales pour notre pays ont été abordées, mais sans surprise, macronistes et RN sont partis main dans la main pour aggraver notre crise écologique. Alors, pourra-t-on arrêter cette nouvelle internationale capitaliste ? Bayrou va-t-il être contraint au départ ? L'exécutif est-il voué à rester hors de contrôle du Parlement ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce nouvel épisode de Dissolution. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Depuis plusieurs mois maintenant, des affaires secouent l'exécutif macronien et ont fait les gros titres, Betterham et Nestlé. De prime abord, tout sépare ces deux affaires. D'un côté, des questions de morale sociétale. De l'autre, de la triche à la réglementation. Pourtant, à y regarder de plus près, ces deux affaires sont très proches et révèlent l'importance du contrôle démocratique. Ce qui relie ces deux affaires, c'est le temps. Long. Anormalement long. Il s'explique par une impunité soigneusement entretenue par l'exécutif qui savait et n'a rien voulu révéler. Et plus les faits sont graves, plus ce silence devient dangereux. Contre ces magouilles moisies, rien ne vaut la mise en lumière des faits. Que tout sorte. Et pour ça, il faut un Parlement fort, libre et sans peur. Sur le fond des deux affaires, les faits sont connus. Pour Nestlé, c'est simple. Ce qui s'est passé à Perrier, à Vittel, à Contrex, à Épar, c'est-à-dire sur toutes les marques du groupe Nestlé Waters, c'est qu'il y a eu des filtrations pour pouvoir cacher qu'à l'origine, l'eau n'était pas de bonne qualité. On a donc trouvé un certain nombre de pollutions, des pollutions aux pesticides, des pollutions aux PFAS, des pollutions y compris aux bactéries de matière fécale. Donc on s'est retrouvé avec une eau qui n'était pas pure. Pour Betterham aussi, c'est assez simple. C'était une institution réputée pour être très dure. Et les dossiers remontent à si loin que le silence des victimes a fini par prescrire les faits. Ils ne pourront pas être poursuivis pénalement. Il y a des gens qui maintenant sont confrontés par le problème de la prescription, parce qu'ils n'ont pas parlé suffisamment tôt. Pour Nestlé, ça date aussi. Je ne peux pas vous dire quand le scandale a commencé chez Perrier. Ils refusent de nous dire, ou ils disent ne pas savoir, quand le scandale a commencé, quand est-ce qu'ont été posés ces traitements illégaux, parce que ça fait sans doute des dizaines d'années que les choses sont en place. Alors, comment est-ce possible ? Dans les deux cas, des violations graves à la loi pénale sont aujourd'hui corroborées. Mais il a fallu des décennies pour que les choses soient découvertes. Pour Nestlé, on est clairement sur de la dissimulation comme dans les films de mafieux, avec fausses armoires électriques qui servent à dissimuler les filtres. On n'invente rien, hein. La multinationale avait caché les filtres interdits dans des fausses armoires électriques, il faut imaginer, avec des faux boutons poussoirs. Pour Betterham, c'est encore plus compliqué. Et c'est là que Bayrou intervient. En effet, l'institution avait été régulièrement accusée, jusque dans les années 90, d'entretenir un climat ultra-violent. Tout début 95, j'ai commencé à signaler. J'ai écrit à M. Bayrou. Donc vous lui adressez un courrier à M. Bayrou en sa qualité de ministre et de conseiller départemental. Est-ce que vous recevez une réponse de sa part ? Non. Les faits étaient connus. Et comme on le sait, des enquêtes pénales avaient été lancées. J'ai donc été chargé par M. Mirand, juge d'instruction au TGI de Pau, de mener l'enquête sur commission rogatoire concernant les faits commis par Pierre Caricart, qui avait été dénoncé quelque temps plus tôt. Ces deux affaires ne sont donc pas juste des faits divers. Si elles ont pu durer aussi longtemps, c'est qu'à chaque fois, les accusés ont bénéficié du soutien plus ou moins actif des institutions chargées de les contrôler. En effet, dans les deux cas, des contrôles avaient été réalisés, mais sans grand résultat.
Parce que là, on parle il y a 30-40 ans, mais aujourd'hui, on a encore des choses à faire. Parce qu'il y a un trou dans la raquette. Les dispositifs d'alerte, ils ne marchent pas. Nestlé, d'une certaine façon, c'est encore pire. On s'est rendu compte qu'il y avait eu des échanges fournis avec l'Élysée. Pour vous donner un ordre d'idée, pour comprendre les choses, il n'y a eu aucun échange direct avec Roland Lescure, ministre de l'Industrie, et dans le même temps, il y a eu 3-4 rencontres ou coups de téléphone organisés entre M. Köhler et les dirigeants de Nestlé. Donc il y a vraiment eu un traitement du dossier à l'Élysée, un suivi en tout cas du dossier du côté de l'Élysée. La PDG de Nestlé Waters implique même l'administration. Comme je vous l'ai dit, j'ai porté le sujet auprès des autorités en août 2021. J'ai décidé de porter ce sujet auprès du ministère de l'Industrie, qui est notre ministère de tutelle. Mais en plus, tout ça, ça se serait fait sous le contrôle direct et immédiat des administrations qui sont pourtant censées exécuter la loi. Comme je vous l'ai dit, à partir d'août 21, nous nous sommes mis sous le contrôle des autorités et avons attendu leurs directives. Alors oui, à chaque fois, les deux accusés ont déployé des trésors d'ingéniosité pour parvenir à contenir les affaires. Nestlé a fait pression sur les emplois et les finances locales. Les villes d'eau minérale naturelle en bénéficient d'une fiscalité particulière qui s'appelle la surtaxe sur l'eau minérale naturelle. Pour la commune de Vergès, qu'on vient de voir dans l'extrait, cette taxe, elle a pu monter jusqu'à 1 million d'euros de ressources. Parfois, c'est même jusqu'à 10% du budget de fonctionnement. C'est pas rien, c'est très important. Quant à Betaram, l'institution s'est appuyée sur ses réseaux d'influence dans l'exécutif. Et c'est là où Bayrou entre en scène. Il était ministre en 1996 et a ardemment défendu l'institution catholique. Je vais juste vous lire donc une archive du 5 mai 1996 qui n'est pas de Mediapart, qui est de Sud-Ouest Dimanche, où donc la fameuse visite de François Bayrou est évoquée à Betaram pendant une enquête judiciaire qui va déboucher sur la condamnation d'un surveillant, du surveillant général de cet établissement. Et François Bayrou, donc après une inspection dont on a compris ensuite qu'elle était là simplement pour blanchir l'établissement, dit « Nombreux sont les Béarnais qui ont ressenti ces attaques, au pluriel », donc c'est pas l'attaque d'un professeur, d'un parent d'élève, ces attaques, au pluriel, donc il est au courant qu'il y a un climat de dénonciation au pluriel, parce qu'on sait que dans ces années-là, il y avait aussi une professeure qui dit lui avoir écrit. Donc ces attaques ont été ressenties avec un sentiment douloureux et un sentiment d'injustice. Le mot injustice est intéressant pendant une enquête judiciaire, laquelle va déboucher 1 mois plus tard sur la condamnation. Aujourd'hui encore, alors qu'il est Premier ministre, il n'hésite pas à menacer ceux qui mettent en jeu sa responsabilité. Alors j'affirme que évidemment, je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. Je peux vous assurer que tout est faux et qu'une plainte en diffamation sera évidemment portée. L'effet glacial est sans appel. Lorsque François Bayrou prend la parole devant la représentation nationale et annonce une plainte pour diffamation. La première chose, c'est que nous, on l'a questionné à plus de 5 reprises pour savoir si cette plainte avait été déposée et contre qui. On imaginait à l'époque que c'était contre Mediapart. Le Premier ministre ou son cabinet n'ont jamais voulu nous répondre. Mais cette plainte-là, annoncée à l'Assemblée nationale, reprise partout dans la presse, c'est une pression. C'est une pression sur nos sources, dans un climat qui était assez tendu. Mais plus fondamentalement, cette impunité sur le temps révèle une structure, un schéma du pouvoir. Sans le soutien de l'exécutif, ni Nestlé ni Betaram n'auraient été épargnés. Pour l'affaire des eaux en bouteille, le dossier est remonté directement à l'Élysée via les ministères, au lieu de passer par les voies normales. Pourquoi vous n'êtes pas passé par la procédure classique, normée, bornée par la directive, bornée par les textes, auprès de la Commission ? Est-ce que vous aviez eu des échanges qui vous faisaient penser que les traitements à 0,2 microns ne seraient pas acceptés ? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas suivi la voie classique en fait, lorsqu'on veut avoir un nouveau type de filtre d'autorisé ? Le dossier est si sensible qu'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, refuse de venir témoigner devant cette commission d'enquête. Vous avez voulu auditionner Alexis Kohler, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, pour connaître, pour savoir en fait qu'est-ce qui se savait au sommet de l'État, pourquoi rien n'a été fait. Il a refusé de venir devant votre commission d'enquête. Derrière le paravent miteux de la séparation des pouvoirs se cache en réalité un témoignage très certainement dévastateur pour Macron. Si le témoignage d'Alexis Kohler n'était pas mauvais pour l'exécutif,
Pourquoi refuserait-il de venir ? Rappelons qu'il s'était rendu devant la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla. Quelle pouvait être l'utilité pour la présidence de la République que cet agent ait un permis de port d'armes ? Non, j'ai oublié vous avez tout à fait raison, Monsieur le Président, de me relancer sur la question du port d'armes, qui est une question à laquelle je n'ai pas répondu, à laquelle je dois commencer par répondre que je n'ai pas eu à connaître de la question du port d'armes d'Alexandre Benalla. Et c'est probablement là que se trouve la réponse. Les mauvais souvenirs des hautes sphères macroniennes après l'audition de l'affaire Benalla leur font probablement préférer le refus de comparaître aux conséquences désastreuses des témoignages. C'est ainsi toute une structure d'irresponsabilité de la puissance publique qui se trouve soulevée par ces enquêtes. C'est le constat de la désorganisation, des responsabilités et donc de la déresponsabilisation d'un certain nombre d'acteurs sur le recueil de la parole, le suivi des signalements, le traitement de ces signalements et le retour à ceux qui ont été les lanceurs d'alerte. Les fonctionnaires sont encouragés à ne pas trouver trop de problèmes. Et ça s'est vu dans une autre affaire visant un autre établissement catholique, le fameux lycée Stanislas. Dans ce courrier, on a des éléments qui prouvent que le rapport a été plutôt édulcoré par rapport aux témoignages recueillis lors de cette inspection et notamment autour de l'homophobie dans l'établissement, du climat aussi plutôt homophobe et raciste de l'établissement. Et contre ces pratiques, il n'y a qu'un seul remède, le contrôle public. La source du problème est à chaque fois la même. Un petit groupe d'individus dans les couloirs feutrés des ministères s'arrange loin du regard public pour étouffer les affaires. Le seul remède contre ça, ce sont les enquêtes. Mediapart et Blast ont fait leur travail, comme d'habitude, et ils ont contribué à révéler les gros problèmes de Bétharram et Bergerac, et comment Bayrou avait menti. Quant au fait que affirmer que François Bayrou a menti devant la représentation nationale, ce n'est pas une opinion, ce n'est même pas une conviction, c'est un fait. Ce travail d'enquête est central parce qu'il montre aux citoyens ce que le pouvoir veut cacher. Et puisqu'on vous parle de Blast, on vous rappelle que notre média lance sa grande campagne des sociétaires. Nous sommes une coopérative d'intérêt collectif. En devenant sociétaire, vous devenez actionnaire de Blast. Alors rassurez-vous, ça ne tournera jamais comme avec Bernard Arnault. 100% de notre excédent financier retourne directement dans l'outil de travail pour financer de nouvelles enquêtes, de nouveaux partenariats et de nouveaux contenus en accès libre pour une information indépendante au service du public. On vous invite à faire un tour sur la page de soutien sur blast-info.fr, devenir sociétaire. Pour en revenir au contrôle public, les médias jouent un rôle extrêmement important, mais ils ne sont pas tout puissants. Ils dépendent beaucoup de lanceurs d'alerte et n'ont pas de moyens de contrainte. C'est là où les contre-pouvoirs démocratiques sont très importants. Les deux commissions d'enquête, parce qu'elles ont de vrais pouvoirs de contrainte, ont pu obliger politiques et industriels à rendre des comptes sous contrainte pénale. Là, en tant que président de la commission d'enquête, je me permets de vous rappeler que l'article 6 de l'ordonnance du 18 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dispose que la personne qui ne comparaît pas, refuse de déposer ou de prêter serment, c'est plutôt de refuser de déposer, devant une commission d'enquête est passible de 2 ans d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Le refus de communiquer les documents demandés par le rapporteur d'une commission d'enquête est passible de même peine. Vous êtes donc tenu de répondre aux questions posées. Parce qu'ils sont élus de la nation, ils ont aussi la légitimité démocratique pour poser des questions difficiles et faire face à la langue de bois. J'ai fait des choix managériaux. Est-ce que vous pouvez juste répondre une fois à une question ? Ça nous aiderait quand même, madame. Je suis désolé, mais est-ce que vous voulez bien répondre à nos questions ? Parce que les éléments de langage avant chaque réponse, ça rend vraiment de manière difficile le fait de travailler et d'avoir une commission qui sert à quelque chose. Donc s'il vous plaît, répondez aux questions qu'on vous pose et les prétéritions de langage sont vraiment compliquées pour nous. Merci. J'ai fait le choix de ne pas chercher des responsabilités individuelles. Vous savez, quand c'est flou, madame, c'est qu'il y a un loup. Et excusez-moi de vous plagier Lille, excusez-moi, madame. Et donc, est-ce que vous pouvez préciser, c'est plus dans votre intérêt, enfin, vous savez, moi, c'est plus dans votre intérêt, et l'intérêt surtout, je pense, de la maison Nestlé, enfin, je peux me permettre. Comme quoi, la langue de bois, c'est pas réservé qu'aux politiques, les grands industriels savent très bien la faire aussi. Et les parlementaires exposent au grand jour ce que les puissants ne voudraient pas laisser voir. En d'autres termes, se taire sur un sujet, pour la commission d'enquête comme pour les citoyens qui nous regardent la signification que votre groupe a d'autres choses à cacher qui n'auraient pas été révélées. Autrement dit, si répondre à nos questions serait vous auto-incriminer, ce serait donc qu'il y a un motif à vous incriminer. Mais ce contrôle démocratique est aussi très important pour les victimes, en particulier dans l'affaire Bétharram. L'utilité de cette commission d'enquête, elle est avant tout
on le voit, la libération de la parole. Une libération de la parole massive. Cette libération de la parole vise à donner de la place aux victimes et à ce qu'elles se sentent accueillies dans l'espace public, là où la culture institutionnelle leur avait été hostile. C'est à ça que servent les députés. Des fonctionnaires viennent nous saluer, nous remercier pour notre travail, nous encourager à poursuivre parce que eux qui sont d'un certain point de vue en première ligne savent qu'il manque parfois d'outils pour agir, savent qu'il faut faire évoluer le cadre législatif pour être plus fort, plus à même d'empêcher ces violences physiques, psychologiques, sexuelles dans les établissements scolaires. Et vous dire enfin que cette attente, c'est celle de toute la société. Certaines victimes ont parlé d'un MeToo scolaire et nous savons que nos travaux sont regardés, écoutés avec beaucoup d'attention. Cette culture du contrôle est une pièce maîtresse de la qualité de notre vie démocratique. Sans elle, il n'y aura pas de transparence. Sans elle, pas de sincérité du débat public. Et sans elle, ce serait l'impunité. En revanche, on voit très vite que ce climat d'irresponsabilité généralisée ne joue qu'à la faveur des institutions puissantes. Le fondateur de Beth Haram n'était pas n'importe qui. C'est un lieu qui est sacré, en fait, pour beaucoup de personnes, parce que le fondateur a été canonisé. Donc en fait, on ne touche pas à Beth Haram. D'un autre côté, les institutions privées musulmanes, elles, n'ont pas eu le droit à cette impunité. On peut même dire que c'est l'inverse qui s'est passé. Hier, nous avions une audition avec 2 préfets qui avaient mené un certain nombre d'investigations avec l'éducation nationale, la justice, les départements, les services financiers pour rompre des contrats d'établissements musulmans privés sous contrat, et qui avait donc été jusqu'au bout de cette procédure. Nous avons vu quels moyens les préfets peuvent mettre en œuvre aux côtés des recteurs pour agir, pour faire d'un signalement un certain nombre d'enquêtes et d'investigations et rendre concret jusqu'à ce qu'il y ait une décision autour d'une commission de concertation. Il est donc possible de faire agir ces mêmes moyens pour lutter contre les violences faites à l'école. Alors très légitimement, la question de l'islamophobie en France se pose. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la prochaine rubrique avec Camille. Vendredi 25 avril 2025, Aboubacar Cissé a été assassiné par des dizaines de coups de couteau alors qu'il priait dans sa mosquée, très certainement juste parce qu'il était musulman. Médias et politiques se sont pliés en 4 pour expliquer que ce n'était pas un acte islamophobe et que ceux qui le clamaient hystérisaient le débat. Pourquoi ce bruit? Pourquoi ces attaques? C'est simplement un prétexte à la récupération. Vous voulez diviser la France, vous voulez, comme à votre habitude, hystériser le débat politique. Je ne vous laisserai pas faire. Bref, ce ne serait pas un acte qui s'attaque symboliquement à la République, mais juste un crime barbare, un fait divers. Oui, bien entendu, ce crime est un crime barbare. Cette minimisation de la portée symbolique de cette violence est gravissime, car c'est une haine toujours plus grande et toujours plus libérée que ce fait divers exprime. Et c'est ce qui inquiète légitimement nos concitoyens musulmans. Les personnes en France de confession musulmane sont inquiets, ils ont peur. Moi, vous savez, j'ai participé hier soir à un rassemblement qui s'organisait, un rassemblement citoyen, populaire, assez spontané d'ailleurs, d'hommage et de commémoration. Les gens qui sont venus me voir me disaient « on a peur ». Le dispositif politique et médiatique est terrifiant. Il reflète l'état désastreux de notre moralité publique. Cet acte islamophobe confronte la France à ce qu'elle devient, de plus en plus raciste. Et ça, c'est inaudible pour la droite et l'extrême droite, comme Manuel Valls a su si bien le montrer. Est-ce que vous parlez d'islamophobie ? Non, je ne parle jamais d'islamophobie. Mais je n'utilise pas ce terme. Il a été inventé il y a plus de 30 ans par les mollahs iraniens pour clouer au pilori. Donc François Bayrou n'aurait pas dû employer ce terme. Chacun emploie les mots, mais c'est un terme qu'il ne faut pas employer. Je crois profondément qu'il ne faut jamais employer les termes de l'adversaire et de ceux qui, précisément, veulent la confrontation avec ce que nous sommes, c'est-à-dire un pays ouvert qui accueille chacun à condition que chacun respecte les règles communes. Oui, Manuel Valls estime que l'islamophobie n'existe pas. Et c'est exactement la même idée qu'a défendue Sébastien Chenu du RN. Mais il n'y a pas d'islamophobie dans notre pays. C'est-à-dire que lorsque j'entends que certains disent « Ah mais oui, mais il y a une islamophobie, sous-entendu une politique d'État qui ferait que les musulmans soient moins bien traités », moi je regarde les chiffres froidement. On savait que Valls était tordu, mais maintenant on en a la preuve. Il défend les mêmes idées que le Rassemblement national. Le meilleur moyen de ne pas changer, c'est encore de dire que le problème n'existe pas. Et c'est ce que font Valls et Chenu. Alors, débunkons un peu. Chenu avance qu'il n'y aurait pas d'islamophobie parce qu'il n'y a pas de politique d'État anti-islam. Comme on l'a vu avec l'affaire Averroès, c'est faux.
Il y a eu une politique d'État défavorable aux musulmans. Alors que Bétharram et Stanislas, institutions catholiques, ont été protégées pendant des décennies, Averroès a été fermé du jour au lendemain sur des suspicions beaucoup plus faibles, au point que le juge administratif a ordonné le rétablissement du contrat d'association avec l'État. Je pense que jamais un établissement scolaire n'avait vécu cela en France, jamais une équipe éducative, des élèves n'avaient eu à vivre ça, des élèves en pleurs, des professeurs en pleurs, des personnels en pleurs. Ça m'a été très très insupportable, très dur à vivre. Et aujourd'hui, c'est un immense soulagement. On l'avait dit le 18 mars, c'était un soulagement d'entendre enfin ce que nous clamons depuis 1 an et demi, reconnu par le rapporteur public. Aujourd'hui, c'est reconnu par la justice. Je suis fier d'être français, d'être républicain. Ce 2 poids 2 mesures en fonction de si vous êtes chrétien ou musulman, ça, c'est du racisme d'État. En droit et en philosophie, on appelle ça le racisme systémique. Il renvoie au droit en vigueur et aux pratiques que l'État fait lui-même, qu'il protège ou qu'il laisse faire. Ce qu'il faut regarder, c'est le comportement des politiques et des fonctionnaires. Et là, pas de doute. On voit qu'il y a une sorte de malaise, de gêne. Je pense qu'il y a l'image aussi de ce que vivent au quotidien beaucoup de nos compatriotes musulmans. Je crois que les derniers chiffres disent que 1 Français musulman sur 2 a connu une discrimination ou connaît une discrimination dans sa vie. Le fait qu'il y ait une bataille de vocabulaire, je trouve ça très indécent en fait dans la période vu ce qui vient de se passer. Et ça montre qu'il y a encore soit des gens qui veulent pas comprendre ce qui se passe et ce que certains vivent. Et là, on en arrive quand même jusqu'à l'assassinat ou le meurtre. Soit que voilà, on ne connaît pas, on ignore, on ne se fréquente plus en fait. Surtout quand on voit le comportement du premier flic de France. Et c'est quand même Yves Tréhard du Figaro qui le remarque. Il y a aussi, de la part des autorités, de certains partis, qui refusent de voir la réalité. C'est vrai. À droite ? À droite, effectivement, ça paraît tout à fait manifeste. Alors en plus, là, il y a eu, je dirais, un décalage dans la visite du ministre de l'Intérieur qui est effectivement tout à fait malheureux quand on sait que de 2 jours. Il est allé très vite à Nantes le jeudi, où là, il n'y avait aucun caractère apparemment d'ordre religieux. Le message est clair et la droite extrémisée ne veut pas en entendre parler. Elle sort sa botte secrète, comme à chaque fois. En revanche, ne pas verser dans cette espèce de complotisme islamophobe qui est la marque de fabrique de l'extrême gauche, qui veut absolument opposer les Français selon leur religion les uns aux autres. En fait, ça c'est le discours de l'extrême gauche, utiliser une appartenance religieuse pour opposer les Français les uns aux autres. Mais ce qui est inquiétant, c'est que le centre plus modéré en vient lui aussi à adopter cette posture. Moi, j'ai grandi dans une cité HLM où juifs, musulmans, chrétiens, non-croyants, on était tous ensemble et on ne se posait pas la question de savoir quelle était notre religion. Il n'y avait pas de jugement par rapport à notre religion. C'était ça la force de la France. Et moi, j'ai envie de retrouver aujourd'hui cela. Et je pense que c'est une irresponsabilité de part et d'autre des responsables politiques qui utilisent et instrumentalisent aujourd'hui les religions et les conflits internationaux pour essayer de gagner quelques voix. Mais le vernis craque très vite. Et en réalité, c'est bien l'islamophobie institutionnalisée qui se cache derrière ces discours. On sait qu'il y a une volonté d'entrisme islamiste à travers, évidemment, la sphère éducative. Donc c'est à cela qu'il faut s'attaquer, parce que sinon, nos compatriotes de confession musulmane seront évidemment associés et victimes. Je n'ai jamais dit que toutes les femmes qui portent le voile étaient des islamistes. Quand on dit abat le voile... Mais ce que je vous dis, aujourd'hui, devant vous, les yeux dans les yeux, c'est que tous les islamistes, tous, il n'y a pas une exception, souhaitent que les femmes soient violées. Curieux d'ailleurs, comme acte manqué, soit voilé. Dénoncer le climat d'islamophobie, ce serait ainsi jeter de l'huile sur le feu et forcer la rupture sociale. Pourquoi il n'y a pas d'union nationale après ce drame ? Mais je pense honnêtement que c'est peut-être regrettable, effectivement, mais encore une fois, il y a une telle hystérisation autour des religions qu'on a l'impression que les gens n'arrivent plus à faire commun. Comme pour Bétharram, sous couvert de protéger le bon ordre et la sérénité, on invisibilise les victimes et on interdit leurs paroles. Et comme d'habitude, les droites font des victimes les premières coupables de leur statut. On n'entend pas les musulmans de France condamner suffisamment fermement la taquilla islamiste dont ils sont victimes eux-mêmes. Cette convergence réactionnaire est très inquiétante et nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Et en parlant d'alignement progressif du gouvernement sur l'extrême droite, rubrique suivante. Lundi 28 avril 2025, François Bayrou a organisé un débat à l'Assemblée nationale sur la souveraineté énergétique française, ce qui, sans surprise, n'a pas amassé les foules.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, l'importance de ce débat n'échappera à personne. Il suffit de jeter un coup d'œil périphérique pour savoir à quel point nous sommes les uns et les autres préoccupés par cette question centrale. Derrière ce petit sourire chafouin se trouve en réalité un mépris profond pour le Parlement et sa fonction. S'il n'y avait personne, c'est parce que ce débat ne servait à rien, à part à faire plaisir à Marine Le Pen. Finalement, la question énergétique, elle est très en phase avec ce que vient de dire Éric Coquerel, c'est-à-dire un gouvernement qui cherche à imposer des choix sans vote, en contournant le Parlement, parce qu'il a peur de la démocratie et parce qu'il se sait minoritaire. On en a eu un nouvel exemple hier avec ce bavardage sur la politique énergétique pendant 4 heures, avec ce débat sans vote à l'initiative du gouvernement, mais alors que tous les groupes parlementaires, ou presque, et notamment tous les groupes de l'opposition, demandaient un vote sur une loi énergie-climat qui aurait dû arriver il y a 2 ans. Et oui, Bayrou n'accepte le débat que si l'avis des autres ne l'oblige à rien. C'est bien un macroniste. Trouver l'Assemblée vide, alors qu'ils se payent leur tête, c'est tout de suite plus normal. Et c'est d'autant plus normal que ce débat a eu lieu après les menaces plus ou moins sérieuses du RN de censurer Bayrou. Ce débat, c'est notamment le Rassemblement national qui l'avait réclamé. Sinon, ils agitent à nouveau la menace de la motion. Et les fachos s'en sont bien gargarisés. Il y a eu les autocongratulations. La plus amère de ces épreuves est paradoxale. Quand l'avenir donne raison aux analyses du Rassemblement national, c'est hélas que les Français souffrent des échecs de leurs gouvernants, de leur incompétence et parfois de leur dogmatisme aveugle. Pour la prospérité de la France, pour le bien-être des Français, pour l'avenir de nos enfants et la protection de notre environnement, j'aurais préféré avoir tort. Oui, qu'aurions-nous aimé, Monsieur le Premier ministre, chers collègues du Parti unique, avoir eu tort sur l'impasse de la politique énergétique que vous avez tous menée depuis 2007. Il y a eu aussi le cirage de pompe en règle. Nous sommes ici, et je sais que ça va vous faire beaucoup de peine, uniquement parce que Marine Le Pen a eu le courage de poser un ultimatum sur l'un des sujets les plus vitaux pour notre pays et notre économie. C'est le Rassemblement national qui a exigé ce débat aujourd'hui. Et c'est une grande victoire politique pour le Rassemblement national que le Parlement soit enfin consulté sur la loi de programmation énergétique. Si Marine Le Pen n'était pas intervenue, si le Rassemblement national n'avait pas fait usage du pouvoir du premier groupe d'opposition que les Français nous ont donné, eh bien l'administration aurait adopté ce décret dans le dos du Parlement. Mais sur le fond, la position de l'extrême droite, c'est quand même beaucoup de blabla. Nous refusons d'acter que le prix du gaz et du pétrole serait 50% plus cher pour la décennie à venir, ainsi que vos nouvelles taxes sur le carburant de 23 centimes par litre dès 2027. Au contraire, nous voulons baisser les taxes et développer nos ressources naturelles pour que l'écologie ne soit plus une punition, mais un chemin vers une électrification abordable et efficace. C'est vrai que l'écologie du pétrole, c'est quand même un peu particulier. Et ça se comprend. L'écologie, ça ne les intéresse pas. Mais alors, pas du tout. Ce qu'ils veulent, c'est parler de prix. Monsieur Bayrou, il manquait l'élément principal à votre discours, c'est le prix. À aucun moment, vous n'avez parlé du coût, du prix de votre transition énergétique. Et ce qui est inquiétant, c'est que dans ce grand brouhaha, le gouvernement se rallie progressivement aux positions du RN. Alors, pour le gouvernement, la pirouette est plus délicate, mais toujours spectaculaire. Le soutien raisonné aux énergies renouvelables. Raisonner ici veut dire que ce soutien doit se faire progressivement. Ça a l'air de bien commencer. Soutien aux énergies renouvelables qu'il ne faut pas opposer avec les autres voies de décarbonation, comme le nucléaire, blablabla. Comme le rappelait le président de la République dans son discours de Belfort de février 2022, refusant d'opposer le nucléaire aux énergies renouvelables. Mais le double discours ne tient pas 2 secondes. Bayrou prétend ne pas les opposer, mais les budgets alloués disent le contraire. D'un côté, il avance des sommes colossales pour le nucléaire. D'après les déclarations initiales du gouvernement, la création de 6 nouveaux EPR devait coûter environ 50 milliards, soit environ 8 milliards par réacteur. Le gouvernement prévoit désormais une estimation à 11 à 12 milliards par réacteur. Cependant, il semblerait qu'une prévision plus réaliste se rapprocherait davantage d'au moins 100 milliards pour les 6 EPR en tenant compte des intérêts intercalaires. Pour rappel, je rappelle que le projet de Flamanville est désormais chiffré
à un peu plus de 19 milliards. Le risque de dérapage de ces projets va mécaniquement augmenter le prix de revient. Et de l'autre, il coupe dans le budget pour les renouvelables. Vous venez encore d'en faire la triste démonstration ce samedi même en annulant 3,1 milliards d'euros de crédits budgétaires, d'abord sur les missions écologie, développement et mobilité durable, et sur l'enseignement supérieur et la recherche. Bref, dans ce grand débat gratuit qui n'a servi à rien, Bayrou annonce sacrifier le renouvelable pour le nouveau nucléaire qui a toujours explosé les budgets et les délais. Dans cette fuite en avant, l'écologie a été la grande absente. On a parlé du problème de l'artificialisation des terres, mais pour empêcher de construire des panneaux solaires. Mais une question se pose, qui est une question écologique. Sommes-nous prêts à accepter l'artificialisation de grandes surfaces de nos sols afin de développer une production massive d'énergie solaire très bon marché? Pendant ce temps, à droite, l'idée d'empêcher l'artificialisation des terres pour sauver la planète, la biodiversité et notre vie collective, ils ne veulent pas en entendre parler. Comme le rappelle cette archive de Laurent Wauquiez du 1er octobre dernier, où il refusait le dispositif ZAN, pour zéro artificialisation nette. Oui, monsieur le Premier ministre, bien évidemment, mettre enfin fin au dispositif ZAN, si funeste et si contraire aux intérêts du pays. Bref, comme d'habitude, la droite et l'extrême droite ont fabriqué autant d'arguments ridicules que possible pour justifier, surtout, de ne rien faire. Voilà pour cette fois. Vous retrouverez très vite un nouvel épisode de Dissolution pour décrypter l'actualité politique et parlementaire. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça permet de diffuser une information libre, indépendante et accessible à tous. Dernier point, à l'heure où nous diffusons cette vidéo, il reste 67 jours à attendre avant qu'une nouvelle dissolution soit possible. D'ici là, on vous laisse avec cette citation inspirante. Nos concitoyens, à cet égard, étaient comme tout le monde. Ils pensaient à eux-mêmes. Autrement dit, ils étaient humanistes. Ils ne croyaient pas au fléau. Le fléau n'est pas à la mesure de l'homme. On se dit donc que le fléau est irréel. C'est un mauvais rêve qui va passer. Albert Camus, La peste. Est-ce que vous parlez d'islamophobie ? Non, je ne parle jamais d'islamophobie. C'est un terme qui a été inventé il y a bien longtemps. C'est le terme employé par François Bayrou hier. Eh bien, je ne l'aurais pas employé.